Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par la Société CFAM. Nous sommes ravis ce soir de vous accueillir aujourd'hui pour une session dédiée à ce hot topic qui est celui du syndrome d'apnée du sommeil central. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être accompagnés par deux experts, le professeur Gagnadou et le docteur Thibaut Gentina. Ce sont deux acteurs principaux importants qui font partie au fait des quatre principaux acteurs qui ont travaillé dans le groupe de travail sur les recommandations du SAS central. Vous avez dû voir ces recommandations qui ont été publiées il y a à peu près 2 mois maintenant. Au cours de ce webinaire, nous aborderons divers aspects du SAS central en commençant bien évidemment par la physiopathologie, en passant par la physiopathologie, en allant jusqu'aux options thérapeutiques disponibles pour le SAS central, en mettant un accent particulier sur quelques solutions innovantes proposées par la société CFAM. Vous aurez également l'occasion de poser vos questions aux experts lors de la session et on traitera ces questions à la fin de la présentation. Nous vous remercions de votre participation et espérons que ce webinaire sera à la fois informatif et enrichissant pour vous. Et sans plus attendre, je cède la parole au professeur Gagnadou qui va commencer ce webinaire. Et après, le docteur Thibaut Gentina va vous présenter un cas clinique sur lequel on va travailler. Bonne séance à tous. Merci beaucoup, Kébir. Alors, bonjour à toutes et tous. Juste une précision pour poser des questions. Bien sûr, vous utilisez le chat et Kébir enregistrera toutes vos questions pendant la présentation et nous les transmettra à la fin. Donc moi, je vais commencer par une partie un peu théorique et en particulier en rappelant les points principaux du consensus français sur les apnées centrales. Alors c'est un webinaire qui se veut bien évidemment pratique, mais je vais juste faire une diapositive de physiopathologie. Il faut savoir de quoi on parle. Apnée hypopnée centrale du sommeil, ça veut dire diminution ou interruption répétée des débits aériens, ce qu'on voit ici sur cette courbe de débit en bleu, mais qui, contrairement à ce qui se passe dans les apnées obstructives du sommeil, n'est pas dû à une fermeture des voies aériennes, mais une diminution ou une abolition temporaire de la commande ventilatoire, ce qui va se caractériser par l'absence d'efforts thoraciques et abdominaux sur les courbes vertes et bleues. Ces apnées centrales du sommeil sont le témoin d'une instabilité du contrôle de la ventilation et qui va s'exprimer essentiellement au cours du sommeil du fait de l'abolition du contrôle respiratoire pendant le sommeil. Alors, on va trouver les apnées du sommeil central le plus souvent chez des patients qui, on pourrait le dire simplement, respirent trop. C'est-à-dire, si vous leur faites des gaz du sang, vous avez une PaCO2 qui est normale ou basse. Si vous mesurez leur réponse ventilatoire au CO2, ce qu'on voit sur ce graphe, eh bien, ils ont une réponse exagérée avec cette pente très verticale de la courbe de réponse qui est en rouge ici. Beaucoup plus rarement, on va constater des apnées centrales chez des malades hypercapniques, donc qui ne respirent pas assez du fait d'une pathologie respiratoire chronique ou d'une exposition pharmacologique qui élève la PaCO2. On va constater les apnées du sommeil dans 2 circonstances. La première, c'est au diagnostic. Vous voyez un patient pour une plainte de sommeil et de vigilance. On peut rappeler dans ce cadre que les symptômes d'apnée centrale sont un peu moins typiques que les apnées obstructives. Ça va être de la fatigue, ça va être de la fragmentation de sommeil, de la nicturie. Donc, et sur l'enregistrement diagnostique, vous allez trouver un contingent plus ou moins important d'apnée centrale. Et une deuxième circonstance qui n'est pas rare, c'est la survenue chez un malade qui est sous pression positive continue d'événements respiratoires que vous allez constater grâce au télésuivi sur les données machines, soit précocement après la mise en route du traitement par PPC, on parle alors de SAS émergent, on verra la définition précise, soit plus tardivement, et dans ce cas-là, il faudra évoquer un événement intercurrent. Et vous voyez par exemple, ici, le cas d'un patient chez qui les données machines vont montrer une élévation des événements centraux et de la respiration périodique lors de 2 expositions consécutives au ticagrelor. Et vous voyez cette respiration périodique typique, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, on a, avec de nombreux collègues qui sont tous là, écrit un consensus pour essayer d'apporter des réponses et des guidelines
des conseils sur le diagnostic, sur le bilan étiologique et sur le traitement des apnées centrales du sommeil, et je vais vous en livrer les principaux points. Alors, il faut savoir de quoi on parle, donc avoir une définition précise. Le SAS central, ça veut dire un IAH central supérieur à 5 par heure, heure de sommeil ou d'enregistrement. Ça veut dire également au moins 50% d'événements centraux, apnée, hypopnée, et des symptômes, puisqu'encore une fois, comme pour le syndrome d'apnée obstructive, on va considérer le SAS central si on a des événements et une symptomatologie diurne ou nocturne associée. Pour remplir cette définition, il faut caractériser les hypopnées. Ce n'est pas ce qu'on fait de façon systématique parce que c'est fastidieux et compliqué. Donc, on va vous conseiller de caractériser les hypopnées quand vous avez un contexte évocateur d'apnée centrale, on verra de quoi il s'agit, ou quand, de façon évidente, sur la lecture de votre enregistrement, dès les premières minutes de lecture, vous avez des apnées obstructives ou centrales ou mixtes, tout à fait typiques, ou de la ventilation périodique. Pour définir les hypopnées centrales du sommeil, on va utiliser les critères retenus par l'ASM, qui sont des critères indirects. On va définir une hypopnée comme centrale si elle ne comporte aucun des éléments suivants, pas de ronflement pendant l'événement, pas de plateau inspiratoire sur le signal de débit et pas de décalage de phase sur les sangles thoraco-abdominales. Alors voilà un exemple d'hypopnée obstructive. Vous reconnaissez ici le signal de débit avec ce plateau qui apparaît, ce plateau inspiratoire. Vous voyez qu'il y a du ronflement qui apparaît et même qui augmente pendant l'événement et vous avez du décalage de phase. Cette hypopnée est indiscutablement obstructive. Par opposition, vous avez ici une hypopnée centrale. Il y a une baisse de débit, mais le signal de débit reste bien arrondi. Il n'y a pas d'aplatissement, il n'y a pas de décalage de phase, il n'y a pas de ronflement. Alors, c'est une situation ici qui est assez caricaturale. Vous verrez que dans la pratique, ça peut être plus compliqué, mais ce sont les critères qu'on va utiliser pour définir le caractère central ou obstructif des hypopnées. Un point important, la polygraphie ventilatoire reste l'examen de référence pour le diagnostic des troubles respiratoires du sommeil et suffit si on a un aspect caractéristique de SAS centrale, pas besoin d'aller à la polysonographie. On va vous conseiller d'aller à la polysonographie si vous avez un aspect non caractéristique, non typique, si vous n'arrivez pas à conclure, si vous avez une prédominance d'hypopnée, en particulier d'hypopnée non désaturantes pour lesquelles les micro-éveils vous seront utiles pour coter les hypopnées, ou si vous avez un trouble du sommeil associé, un patient insomniaque, un patient dépressif qui a un sommeil très fragmenté, à ce moment-là, bien évidemment, comme pour les apnées obstructives, la polysonographie sera utile. Alors, un des points tout à fait majeurs dans le domaine des apnées centrales du sommeil, qui fait une différence marquée par rapport au SAS obstructif, c'est qu'au-delà de comptabiliser les apnées et les hypopnées et de définir leur caractère obstructif ou central, on va vous demander de définir, de caractériser la sémiologie polygraphique des événements. Il faut retenir qu'il y a deux grands cadres. Le cadre de la respiration périodique avec un aspect crescendo-décrescendo du débit, qu'on appellera Cheyne-Stokes si les cycles sont longs, c'est-à-dire s'ils font plus de 40 secondes, et Thibaut Gentina vous reprécisera ça dans son cas clinique. Ça, c'est l'aspect de respiration périodique. Et par opposition, on va définir la respiration ataxique. C'est l'image du haut, quand vous avez des débits qui sont très hétérogènes en morphologie et en fréquence. Il n'y a pas du tout de rythmicité, pas du tout de périodicité. Et il y a une autre présentation qu'on appelle respiration en cluster, où vous avez des doublés ou des triplés. Ça prend quand même un aspect périodique, mais sans crescendo, décrescendo. On appelle ça la respiration en cluster. Alors, pourquoi c'est important de s'intéresser à cette sémiologie polygraphique? Parce que de cette sémiologie, on peut définir la physiopathologie des événements et on peut avoir une idée de l'étiologie qu'il va falloir rechercher. Alors, schématiquement, quand on a affaire à une respiration périodique, Cheyne-Stokes ou non, avec cet aspect crescendo-décrescendo, on sait qu'on a affaire à une instabilité du contrôle ventilatoire, plutôt à des patients qui respirent trop, normaux ou hypocapniques, et c'est le plus souvent dans un contexte de maladie cardiovasculaire ou cérébrovasculaire.
Par opposition, quand on a un aspect soit en cluster, soit ataxique, c'est plutôt dans le cadre de lésions du tronc cérébral, d'altération de la commande respiratoire liée soit à une exposition pharmacologique, soit à une atteinte lésionnelle du tronc cérébral, traumatique ou vasculaire, chez des malades qui sont possiblement hypercapniques, pas toujours, et chez qui les gaz du sang seront tout à fait indispensables. Alors, quelques exemples, on reverra les causes de SAS centraux, mais voici un exemple de respiration ataxique sous méthadone, un médicament qu'on donne comme substitut chez les patients toxicomanes pour les aider à se sevrer de la toxicomanie. Et vous avez ici, on le voit, cet aspect de débit. Vous voyez que chaque débit est différent de l'autre sur le plan morphologique, avec une certaine bradypnée, fréquence respiratoire ici à 6 par minute, et pas du tout de rythmicité. Ici, voici un exemple de respiration en cluster sous baclofène. On en reparlera. Le baclofène, c'est un médicament qui est donné essentiellement dans la spasticité, mais qui a eu une extension d'utilisation pour le sevrage alcoolique, avec l'utilisation de doses beaucoup plus fortes. Et on voit ce type de respiration en cluster, avec des triplés de respiration, comme on le voit ici, sans aspect crescendo-décrescendo. Et troisièmement, situation un peu caricaturale, voici un patient qui a été opéré d'une malformation de Chiari, qui s'est compliqué d'une hernie de la base du crâne. Et vous voyez que l'odontoïde ici vient comprimer la base du crâne et on a une majeure dysrythmie respiratoire au cours du sommeil, bradypnée très importante au cours du sommeil avec des signaux de débit complètement hétérogènes, respiration ataxique. Le cas des événements qui surviennent sous PPC, vous avez un télésuivi de vos patients sous PPC et vous voyez apparaître, comme chez ce patient, un IH à 26 avec une répartition considérée par la machine comme mixte d'apnée centrale et obstructive et de la respiration de Cheyne-Stokes, 52% de la nuit. Première chose très importante à retenir, ça n'est pas de la polygraphie. Donc, il va falloir absolument confirmer les données machines par un enregistrement. Et vous voyez dans cette étude, par exemple, que parmi 762 événements obstructifs considérés comme obstructifs par la machine, seuls 50% le sont quand on enregistre le patient. Et inversement, sur 335 événements à voie aérienne ouverte, considérés comme centraux par la machine, seuls 62% sont bien les apnées centrales sous enregistrement. Et vous voyez par exemple cet extrait de courbe de débit, on a manifestement une respiration périodique. Au milieu, la machine vous dit qu'il y a des apnées obstructives. À l'évidence, elles ne sont pas obstructives. Donc, le mécanisme des événements détectés machine doit être confirmé par un enregistrement. Enquête étiologique devant des apnées centrales du sommeil, il faut, avant de discuter de tout traitement, rechercher une cause. 3 grands groupes de causes, les causes cardiaques, avec en particulier l'insuffisance cardiaque et la FA. On les recherche d'abord par la recherche de facteurs de risque, de symptômes, dyspnée, palpitations, l'électrocardiogramme. Si tout ça est normal, on ne va pas plus loin. Si on a des palpitations, de la dyspnée, des anomalies à l'ECG, alors on fait le pro-BNP, on fait l'échographie cardiaque et on demande un avis cardiologique. Pareil pour les causes neurologiques, les causes les plus connues à rechercher sont les AVC récents, les malformations de Chiari, les lésions du tronc cérébral, pas d'IRM systématique, sinon ça fait demander beaucoup d'examens pour rien, un examen neurologique, un avis neurologique spécialisé si besoin et une IRM qui sera prescrite par le spécialiste. Les médicaments, 3 médicaments phares pour lesquels il y a une association certaine, opiacés, baclofène, ticagrelor, antiagrégant plaquettaire. On va chercher ces prises médicamenteuses et d'autres médicaments sont possiblement associés. Et là, encore une fois, c'est un diagnostic d'interrogatoire. Quand on regarde un registre de patients traités par VA, le registre français Facile VA, vous voyez la répartition des causes. Et quand on cumule les causes cardiaques et cérébrovasculaires, on arrive à plus de 50% des étiologies. Les étiologies médicamenteuses et neurologiques sont beaucoup plus rares. Et puis, on a 15% idiopathiques, c'est-à-dire que le bilan étiologique est négatif. Les grands principes du traitement. Première chose, pas d'urgence. La première chose à faire, c'est de mener l'enquête étiologique et si on trouve une cause potentielle, d'essayer d'optimiser la pathologie responsable, optimiser le traitement de l'insuffisance cardiaque, réduire la fibrillation auriculaire, essayer de baisser un médicament potentiellement en cause en tenant compte du risque-bénéfice.
Si seulement après cette optimisation, on garde plus de 15 événements et des symptômes, alors on discute la mise en place d'un traitement spécifique après gazométrie artérielle et échographie cardiaque. Je vais y revenir. Alors simplement pour vous montrer que le traitement étiologique, ça peut marcher, ici dans une série qu'on avait publiée en 2006 d'apnée centrale chez des patients avec du Chiari, de la malformation de Chiari, vous voyez qu'on fait disparaître les apnées centrales après la chirurgie de décompression de la malformation de Chiari. Ici, on montre dans cette étude qu'après remplacement du ticagrelor par un autre antiagrégant qui ne génère pas d'apnée centrale, on fait disparaître les événements centraux. Enfin, ici, chez un patient sous baclofène pour le sevrage éthylique et chez qui le baclofène ne réussissait pas à aider le patient à se sevrer, on arrête le médicament, on voit l'index d'apnée-hypopnée qui passe, vous voyez, de 73 à 2. Mais attention, on arrête le médicament où on ne diminue le médicament en cause qu'après avoir discuté avec le prescripteur et pesé le risque-bénéfice. Et on peut très bien discuter, on en redira juste un petit mot après, d'un traitement par ventilation auto-asservie en maintenant le médicament si on le juge utile pour le patient. Alors, on en arrive au traitement. On traite des malades qui ont plus de 15 événements, des symptômes et chez qui on n'a pas trouvé d'étiologie curable, malgré le bilan étiologique. Alors, à ce moment-là, on fait une gazométrie artérielle, une échographie cardiaque. Si le malade est hypercapnique, il relève d'une ventilation à 2 niveaux de pression, d'une VNI. Si le malade a une FEVG inférieure à 45%, il ne peut pas avoir de cerveau-ventilation. Dans toutes les autres formes, normo-hypocapnie, FEVG conservé, l'AVA, le traitement de choix, après un éventuel essai de PPC chez les patients qui ont une forme combinée. Voilà l'effet dans le registre de FACIL-VA de la cervoventilation sur la qualité de vie mesurée par le PSQI. Vous voyez que chez la majorité des patients, on améliore la qualité de vie liée au sommeil, même si quelques patients ont une évolution plus défavorable. Et vous voyez qu'on a une diminution du PSQI, c'est-à-dire une amélioration du sommeil, dans toutes les étiologies, avec toutefois un effet moins important dans les formes médicamenteuses, ce qui renforce l'importance de rechercher une cause médicamenteuse et de voir s'il est possible de réduire ou d'arrêter le médicament en cours. Un mot sur le SAS émergent. Pour dire qu'on a un SAS émergent, il faut qu'on ait un SAS obstructif au diagnostic. Il faut qu'on ait mis en place un traitement par pression positive continue fixe pendant au moins 3 mois qui supprime les apnées obstructives et que malgré tout ça, on garde des événements centraux avec la définition que je vous ai donnée, IH à plus de 5, plus de 50% d'événements centraux, des symptômes. Première chose à retenir, c'est rare, vous voyez, dans cette donnée en big data, à partir de données machines à 90 jours, on n'a que 3,5% de patients qui ont des événements centraux sous PPC. Néanmoins, pour les patients concernés, quand on compare je poursuis la CPAP ou je remplace par de la cervoventilation, on a une amélioration tout à fait significative de l'IH. Donc la cervoventilation est le traitement de choix après une durée suffisante de traitement par PPC en pression fixe dans cette situation. Pour terminer, le SAS combiné, là, on a affaire à des patients qui ont un contingent d'apnée obstructive significatif, 10, 15, 30, 20, 30%, mais qui n'atteint pas les 50%, donc qui ne répondent pas à la définition du SAS central. C'est ça le SAS combiné. Quand on a cette forme de syndrome d'apnée du sommeil, il faut préciser la proportion d'événements centraux dans le compte-rendu. Est-ce qu'on a 10, 15, 20 ou 30% d'événements centraux? Préciser leur distribution temporelle. Ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir des événements centraux répartis sur toute la nuit ou plutôt localisés en fin de nuit, comme c'est le cas ici, où on peut penser qu'ils sont consécutifs aux apnées obstructives et qu'ils vont disparaître sous PPC. Et puis, faire un bilan étiologique au même titre qu'on le fait dans un SAS central qui répond à la définition complète du SAS central. Dans les formes combinées, il faut bien comprendre qu'on a un continuum entre des gens qui ont du SAS obstructif pur par opposition du SAS central pur. Dans les formes combinées, quand on a un contingent significatif d'événements centraux, on va quand même mettre une prédominance obstructive. On va commencer par la PPC, pression fixe, pression minimale, on a du temps, plusieurs semaines de traitement et on ne switchera, on ne considérera l'introduction d'une VA que après une durée suffisante, si de PPC fixe, s'il persiste d'événements centraux en nombre significatif et une symptomatologie clinique associée.
Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation un peu théorique et donc je vais passer la parole à mon collègue Thibaut Gentina qui va essayer d'illustrer tout ça sur la base d'un cas clinique. Thibaut, c'est à toi. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter un cas clinique pratique de SAS central où on va voir un peu les aspects de prise en charge diagnostique et thérapeutique tout en rappelant parfois certains aspects du consensus auquel nous avons participé. Alors, il s'agit d'une patiente de 70 ans qui est ventilée pour un syndrome d'apnée obstructive du sommeil depuis plus de 10 ans par PPC autopiloté, une PPC S-Box de la marque CFAM, réglée avec une pression minimale à 4 et une pression maximale à 12. Et c'est ce genre de patient qu'on suit tous les ans, qu'on voit en consultation, qui sont télésuivis. Et en fait, on apprend qu'elle a développé durant ces derniers mois une fibrillation auriculaire paroxystique ayant nécessité une hospitalisation en cardiologie. Depuis, la situation est stable. Elle est, depuis ces derniers mois, sous anticoagulants et bêta-bloquants. Donc, on la voit en consultation avec le relevé machine. On l'interroge, c'est toujours important de s'intéresser à la clinique de ces patients-là. Et elle nous dit dans la consultation qu'il s'est passé quelque chose et qu'elle n'est plus comme avant sous sa PPC, que le sommeil est moins réparateur, qu'elle a un sommeil plus fragmenté. Elle arrive à s'endormir avec sa machine, mais elle se réveille souvent avec, alors que les réglages de la PPC n'ont pas été modifiés. Donc, bien entendu, on s'empresse de regarder le relevé d'observance de cette patiente sous PPC. Donc là, vous avez un relevé d'observance S-Box CFAM, où vous avez ici en bleu les guides de couleur de pression donnés sous machine nuit par nuit. Et vous avez sur la colonne de gauche une colonne où il est marqué l'index apnée-hypopnée résiduel, le pourcentage de fuite sous machine. Donc, vous voyez que globalement, tout est en vert, donc ça veut dire que la patiente manifestement est corrigée et vous avez un index apnée-hypopnée global sur cette période à 9 événements par heure. Alors, nous vous sont donnés ici que les apnées obstructives, les hypopnées obstructives, les ronflements, ainsi que les apnées centrales. Et la PPC vous dit que votre index apnée-hypopnée total est à 8,9 par heure sous PPC. Alors, vous savez que nous avons participé à des recommandations sur les données du télésuivi et que quand on suit ces patients avec les relevés d'observance, on va regarder 3 paramètres. On va regarder l'observance, donc la patiente est observante, que lorsque l'observante est en baisse, il faut regarder toujours les fuites. Là, je vous rappelle que la patiente n'avait pas de fuite sous PPC. Et on va regarder également l'index apnée-hypopnée moyen. Et il est bien rappelé sur cette recommandation que lorsqu'on a un doute, c'est-à-dire que l'index apnée-hypopnée moyen est supérieur à 10 ou qu'il y a une plainte clinique, il est intéressant de regarder les courbes de débit. Et là, on est dans une situation où on a un index apnée-hypopnée à 9 par heure, on est entre 5 et 10, un peu limite, mais on a surtout une symptomatologie clinique. Donc, on va bien entendu regarder les courbes débit-pression et lorsque l'on regarde à certains moments, là je vous ai fait un extrait de courbe débit-pression sous machine, vous avez en haut le débit délivré par l'appareil, vous avez en dessous la pression délivrée par la machine et le niveau de fuite. Donc il n'y a pas de fuite, la pression est à 10 et je vous rappelle qu'elle était réglée entre 4 et 12 et on a des chutes de débit dont on peut se poser la question de savoir si finalement ce sont des apnées obstructives ou centrales sous PPC. Et on a la possibilité de modifier le rapport. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je vous ai donné un index apnée-hypopnée où en fait l'appareil ne nous donnait que les apnées obstructives, hypopnée obstructive et apnée centrale. Mais si l'on modifie les données du rapport et que l'on va un peu plus loin et qu'on demande au logiciel de nous donner les hypopnées centrales, là, on s'aperçoit finalement que la patiente a énormément d'hypopnées centrales sous machine, en tout cas que la machine nous donne cette information-là, et que l'index apnée-hypopnée, finalement, sous machine passe de 8,9 à 27 événements. Et donc, finalement, la patiente n'est pas corrigée, ce qui explique probablement son altération de qualité de sommeil. Et donc, on a aujourd'hui des algorithmes de PPC qui nous donnent des informations, encore faut-il les connaître, mais là, avec le logiciel CFAM, on a la possibilité d'avoir des informations sur les hypopnées obstructives. Donc, l'appareil, la machine va analyser la courbe de débit. Vous voyez ici, vous avez une courbe de débit qui est en plateau. Donc, vous avez d'abord le débit qui est diminué de plus de 50% de son amplitude. Donc, elle va considérer que c'est une hypopnée et que lors de cette hypopnée, vous avez une limitation inspiratoire de débit, d'une part, et parfois, cette limitation inspiratoire de débit s'associe ou est précédée de ronflement. Il s'agit d'une hypopnée obstructive. Par défaut, lorsque ces éléments-là ne sont pas présents sur l'algorithme de l'appareil,
elle va considérer l'hypopnée comme étant centrale. Elle va vous donner cette information importante. Elle va également regarder la façon dont le patient reprend son débit. Lorsque le débit augmente progressivement, ce sera un élément en faveur d'une hypopnée centrale. Lorsque l'augmentation du débit est brutale, c'est plutôt en faveur d'une hypopnée dite obstructive. Et donc, comme l'a précisé tout à l'heure Frédéric Gagnadou, il est recommandé lorsque vous avez des événements sous PPC, et c'est ce qu'on a dit dans la conférence, dans le consensus, d'aller faire une polygraphie ventilatoire pour aller mieux identifier ces événements et orienter le caractère central et obstructif des apnées et des hypopnées sous PPC. Il est également rappelé lors de ce consensus qu'il est important, lorsque vous avez un patient qui a, lors du diagnostic, de façon prédominante, des apnées ou des hypopnées centrales, d'utiliser si possible et de traiter le patient si possible avec une PPC qui vous permet d'analyser et d'identifier les hypopnées centrales pour avoir un index apnée-hypopnée débit sous machine le plus fiable possible et mieux vérifier l'efficacité du traitement. Et donc, nous allons faire chez cette patiente qui a des événements non corrigés une polygraphie ventilatoire sous PPC. Cette polygraphie ventilatoire, alors vous pouvez utiliser des appareils que nous donnent les constructeurs. Ici, en l'occurrence, la possibilité d'associer à la PPC un polygraphe intégré qui communiquera en Bluetooth avec la machine, qui est le Polylink, en l'occurrence avec l'ANEA ou la S-Box, et vous allez avoir une connexion Bluetooth qui va être synchronisée directement avec l'allumage de la machine, c'est-à-dire que le polygraphe va se mettre en marche lorsque la machine est allumée et s'arrêtera en fin de la nuit. Et donc pour cette patiente, nous avons fait cet examen, et donc là je vous montre les résultats de la polygraphie intégrée sous PPC. Je vous rappelle que la PPC était réglée entre 4 et 12. Vous avez en haut de l'image la nuit avec les événements désaturants en rouge, et vous voyez bien que vous avez en fait un syndrome d'apnée du sommeil non corrigé désaturant. Et en fin de nuit, je vous ai montré ici un exemple sur 5 minutes où vous avez en haut la courbe de saturation, la courbe de débit sous machine, la courbe de pression, la courbe de fuite et les sangles thoraco-abdominales qui nous manquaient tout à l'heure sur les courbes débit-pression pour analyser les événements. Et vous voyez bien en fait que vous avez des chutes de débit, voire des débits totalement abolis. Il s'agit d'une apnée avec une machine qui ne modifie pas sa pression, il n'y a pas de fuite, et vous avez sur les sangles thoraco-abdominales l'abolition des sangles. On voit même un aspect d'oscillation cardiogénique. La particularité du logiciel CFAM, c'est qu'il va analyser l'oscillation cardiogénique et il va, grâce à ça, vous orienter l'événement sur un événement d'origine centrale. Il va également analyser la façon dont est repris la ventilation en fin d'événement, et vous avez ici une augmentation progressive de la ventilation qui est très en faveur d'une respiration d'allure plutôt périodique qu'on vous a présentée tout à l'heure. Donc vous voyez que sur ces polygraphes-là, vous avez maintenant la possibilité d'analyser les événements directement sur la PPC. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez ou si vous n'avez pas accès à cet appareil, faire une polygraphie sous PPC directement avec vos appareils habituels. Ici, en l'occurrence, chez cette patiente, nous avions réalisé une polysomnographie sous PPC. L'analyse du sommeil n'était pas indispensable, mais vous voyez qu'on avait affaire en fait, à un syndrome d'apnée du sommeil initialement obstructif sous PPC, non corrigé, fortement désaturateur sur la courbe de désaturation. Et lorsque l'on regarde les événements sur les courbes de débit, on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure sur le Polylink, avec en rouge des abolitions répétées du débit, et on retrouve cet aspect de respiration périodique, crescendo, décrescendo, avec des cycles relativement longs, et en bleu sur les sangles thoraco-abdominales, l'absence d'effort. Il s'agissait bien d'apnée centrale avec une respiration périodique sous CPAP. On avait également à certains moments de la nuit un aspect d'hypopnée centrale avec une diminution du débit conservé, sans ronflement, sans limitation inspiratoire de débit, avec des sangles thoraco-abdominales en phase, donc il n'y a pas d'effort, et un aspect de respiration périodique que l'on retrouve là. Et donc finalement, on se retrouve devant la situation d'une patiente qui est ventilée depuis plusieurs années sous PPC, pour laquelle on ne comprend pas pourquoi apparaissent des événements centraux. Alors bien entendu, on a notre petite idée, puisqu'il y a eu un événement intercurrent cardiologique dans les mois qui précèdent, avec l'introduction de nouveaux médicaments. Et dans ces situations-là, on se pose la question de savoir si finalement la patiente a toujours besoin d'une CPAP ou pas d'un autre traitement. Et donc, dans le consensus, on recommande dans ces situations-là d'arrêter la PPC. En général, on fait un arrêt pendant une semaine et on refait un enregistrement sans PPC pour voir de quel type de syndrome d'apnée du sommeil il s'agit pour adapter la ventilation. Et là, vous avez ici
l'exemple de la polysomnographie diagnostique sans PPC de cette patiente, où vous avez tout en haut l'hypnogramme et la courbe de saturation. Vous voyez bien en fait que la qualité de sommeil de la patiente est déplorable. Il s'agit d'un sommeil essentiellement léger, un sommeil très fragmenté, avec des événements très fortement désaturants, avec un aspect en dents de peigne. Alors bien entendu, on va s'empresser de regarder les événements sous machine. Et donc là, vous avez ici un exemple au cours de la nuit d'une respiration périodique sur le débit ici en rouge. Vous avez bien l'aspect crescendo-décrescendo avec des pauses et des apnées du sommeil qui sont répétées. Et vous avez bien ici sur les courbes et les sangles thoraco-abdominales l'abolition, l'absence d'effort. Il s'agit d'apnée centrale avec une respiration périodique de Chien-Stokes, des cycles qui durent plus de 40 secondes, et il y a au moins 3 cycles consécutifs. Donc on n'a pas trop de doute sur le caractère central des événements. Lorsque vous avez ce genre d'événements sous polysomnographie, on rappelle dans le consensus qu'il est important de définir les événements et de retenir le terme de respiration de Chien-Stokes si votre index apnée-hypopnée centrale est à plus de 5 par heure, si la durée du cycle est supérieure à 40 secondes, et la durée de respiration périodique de plus de 2 heures. Donc, il faut vraiment que ce soit des événements significatifs. Il est également important de rappeler que vous devez préciser, comme on vous l'a dit précédemment, la sémiologie polygraphique du syndrome d'apnée du sommeil. Est-ce qu'il s'agit d'une respiration périodique, de Chien-Stokes, ataxique ou en cluster? Je vous rappelle juste ici la durée du cycle. La durée du cycle d'une respiration périodique de Chien-Stokes, c'est l'apparition de l'apnée, de la première apnée, et le début de l'apnée qui suit. Là, vous avez une durée du cycle de 40 secondes, de 80 secondes. Il faut que ça fasse au moins 40 secondes. Et au plus la durée du cycle est longue, au plus c'est corrélé à la sévérité de l'insuffisance cardiaque et à l'altération de la fonction ventriculaire gauche. Il est également important de préciser donc la durée moyenne du cycle, le temps passé en respiration périodique, et il va falloir qu'on s'approprie, nous, cette donnée-là sur nos rapports de polysomnographie pour définir non seulement l'index apnée-hypopnée, le type de respiration ataxique en cluster, périodique et la durée du cycle directement corrélée à la sévérité de l'insuffisance cardiaque. Cette patiente avait la particularité aussi lors de l'enregistrement sans PPC d'avoir de temps en temps des apnées qui sont des apnées un peu différentes. Vous avez ici en rouge l'apnée du sommeil qui est répétée avec une respiration moins périodique, une reprise ventilatoire relativement brutale à la fin de l'apnée. Et vous voyez que les sangles thoraco-abdominales montrent qu'enfin, avant la reprise ventilatoire, vous avez des mouvements thoraco-abdominaux en opposition de phase. Il s'agit d'apnée mixte du sommeil. Et on rappelle en fait que dans cette conférence, dans ce consensus, que lorsque l'on a des apnées mixtes du sommeil qui surviennent chez un patient, au moins dans 20% des cas sur les événements totaux, ça prédispose à la survenue d'apnée centrale sous PPC et notamment à un syndrome d'apnée du sommeil central émergent dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc attention à ces apnées mixtes du sommeil, il faut savoir les identifier et elles sont en fait des apnées d'alerte qui pourraient prédisposer à ce que votre PPC ne corrige pas tous les événements et finalement que votre patient évolue sur un SAS central. Alors, on va refaire un peu la synthèse de notre cas clinique. On a cette patiente à qui on va faire une polysomnographie sans PPC et on voit en fait qu'elle a un index apnée-hypopnée à 75 par heure, elle a un index de désaturation à 72 par heure, elle a un pourcentage de temps passé à moins de 90% à plus de 36%, donc elle a un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Lorsque l'on regarde la répartition des événements, on a 234 apnées obstructives, 78 apnées centrales, 222 apnées mixtes et 19 hypopnées. Elle passe 40% du temps avec une respiration périodique de Chien-Stokes. Et donc là, on est dans une situation où il va falloir se poser la question de savoir si finalement il s'agit d'un SAS obstructif, combiné, central, émergent, et pouvoir à partir de là mettre en place le meilleur traitement. Et donc voilà la question qu'on va se poser. Pour répondre à cette question-là, il va falloir que, en tant que prescripteur, on détermine précisément le ratio entre la répartition des événements centraux, obstructifs, mixtes, de cette patiente. Alors il y a un petit calcul à faire, et ça, c'est des choses qu'il faut faire automatiquement ou qui sont parfois faits par le logiciel de votre polysomnographe. Le calcul est simple. On va mesurer sur la totalité des événements, 553 événements, le nombre d'événements obstructifs et le nombre d'événements centraux. Alors ici, vous aviez 234 apnées obstructives, 222 apnées mixtes,
Donc, ça nous fait un total de 82% d'événements obstructifs. Sur les événements centraux, nous avons 78 apnées centrales. Les hypopnées n'ont pas été identifiées. On n'a pas eu d'orientation sur les hypopnées. On n'était pas sûr de nous. On a préféré pas les identifier. Et au final, on a un index apnée-hypopnée centrale à 10,8 par heure. Donc, on a bien un syndrome d'apnée centrale du sommeil associé à un syndrome d'apnée obstructif avec plus de 82% d'événements obstructifs. Quand on reprend la définition qu'on vous a présentée tout à l'heure, il s'agit d'un syndrome d'apnée du sommeil combiné à prédominance obstructive avec un index apnée-hypopnée centrale à plus de 5 par heure, mais moins de 50% d'événements centraux. Donc se pose la question de savoir finalement cette patiente, comment on doit la ventiler. Je vous rappelle qu'elle était sous PPC autopiloté avec une PPC qui n'était plus efficace. Et donc on est dans la configuration d'un syndrome d'apnée du sommeil combiné ou coexistant qui n'est pas contrôlé sous PPC. Alors il est important, comme on vous l'a précisé précédemment, de faire un bilan étiologique. Chez cette patiente, nous n'avions aucune cause en dehors de cette cardiopathie récente, pas de cause médicamenteuse. On lui a fait bien entendu un gaz du sang pour s'assurer de l'absence d'hypercapnie. Elle était normocapnie sur le niveau de PCO2. Et donc la ventilation à proposer est une ventilation auto-asservie. Et donc là, je vais terminer le cas clinique sur les quelques données que nous avons voulu préciser dans ce consensus sur la mise en place et le suivi d'une ventilation cerveau-assistée ou auto-asservie. Alors, comme vous l'a précisé tout à l'heure Frédéric Gagnadou, il est indispensable, avant d'initier ce genre de ventilation, de faire un gaz du sang et d'éliminer une hypercapnie. Notre patiente était normocapnique, mais si votre niveau de PCO2 est supérieur à 45 mm de mercure, il est préférable de mettre en place une ventilation à 2 niveaux de pression en mode ST. La deuxième recommandation est de systématiquement réaliser une échographie cardiaque pour vous assurer de l'absence d'altération de la fonction ventriculaire gauche. Si elle est inférieure à 45%, la ventilation auto-asservie ne peut pas être proposée, ce qui n'était pas le cas de notre patiente. Donc, avant d'initier une ventilation auto-asservie, pensez systématiquement à faire un gaz du sang et une échographie cardiaque. Pour la mise en place de cette thérapeutique, et surtout quand vous avez un contingent cardiologique associé, il est recommandé de vérifier la tolérance hémodynamique. Il n'a pas été précisé dans le consensus d'hospitaliser les patients, mais en tout cas de faire un minimum de surveillance. Alors nous, dans la pratique clinique, on fait une surveillance tensionnelle et de la fréquence cardiaque. Alors nous avions mis en place un protocole dans l'étude FACIT-VAA, où en fait les patients ont été hospitalisés en hospitalisation de jour, idéalement lors d'une sieste. Il est bien entendu que c'est intéressant de vérifier que le patient dort, puisque vous savez que ce sont des appareils aujourd'hui autopilotés, et il faut s'assurer que c'est lors de l'augmentation de la pression sous cerveau-ventilation qu'il n'y a pas de chute de la tension artérielle. Et on propose ce protocole. C'est une proposition, une suggestion d'une surveillance tensionnelle régulière avant, pendant et après la mise en place de la ventilation. Et si vous avez une chute de la pression artérielle de plus de 20%, il est préférable d'arrêter la ventilation ou de revoir vos réglages à la baisse. Alors vous voyez là ici, nous avons les données chez notre patiente pour laquelle nous avons mis en place une ventilation auto-asservie. Alors nous avons utilisé le fait qu'elle était déjà sous PPC précédemment, qu'une pression fixe à 8 cm d'eau permettait a priori de corriger les événements obstructifs. Donc il fallait lui appliquer une pression fixe expiratoire qui traite les apnées obstructives suffisantes. Et nous lui avons proposé une pression fixe à 8 cm d'eau. Et nous avons ajouté à cela une aide inspiratoire, c'est le principe de la ventilation auto-asservie, qui est une ventilation variable entre soit 0, c'est-à-dire minimale, 0 au-delà de la PEP proposée, ou jusqu'à 8 cm d'eau. Et donc la ventilation auto-asservie va, en appliquant la pression expiratoire fixe à 8 cm d'eau, corriger les apnées obstructives, et par le biais d'une aide inspiratoire variable, lorsqu'elle est active, elle va corriger l'hyper- et l'hypoventilation du patient pour capter le patient sur le débit et corriger la respiration périodique de Schoen-Stokes et les apnées centrales. Pour ces appareils, la fréquence elle est toujours automatique et donc c'est un réglage automatisé. Et bien entendu, il n'y avait pas d'indication à mettre et à proposer de l'oxygène. Et vous voyez que lorsqu'on a mis en place la ventilation auto-asservie, là ici vous aviez les données du télésuivi avant en PPC et sous ventilation auto-asservie, la correction était assez spectaculaire et assez rapide. Donc c'est un appareil qui, dans ce cas-là, était très efficace. Alors il est également précisé sur les modalités de suivi de ces appareils qu'il est indispensable de vérifier l'efficacité en regardant les courbes débit-pression
Et là, pour le coup, il faut vraiment avoir le réflexe de le regarder systématiquement dans le suivi de ces patients, l'IAH débit. Il est également précisé que vous devez réaliser systématiquement dans les 3 premiers mois qui suivent la mise en place d'une ventilation auto-asservie, une polygraphie ventilatoire. Il s'agit d'une ventilation à 2 niveaux de pression avec une aide inspiratoire variable. L'index apnée-hypopnée peut être mis à défaut et donc il faut vérifier sur une polygraphie ventilatoire l'efficacité de l'appareil et l'index apnée-hypopnée sous machine. Quels sont les critères d'efficacité polygraphique de la VAA? Alors là, je vous livre ma petite recette clinique. Ce qu'on essaie d'obtenir avec ce genre d'appareil, pour être assez exigeant tout de même, c'est un index apnée-hypopnée résiduel à moins de 5 par heure, l'absence de désaturation, une saturation moyenne nocturne sous machine à plus de 90%, plus de 92%, un pourcentage de temps passé inférieur à 90% de moins de 15%, et surtout une correction de la respiration périodique des Schoenstocks à moins de 10%. Donc vous voyez là, on a mis en place dans ce consensus des modalités des recommandations et des conseils sur le suivi de la ventilation auto-asservie qui sont, je pense, plus strictes que la PPC. Et c'est important, il s'agit d'une ventilation pour laquelle il faut faire attention aux réglages et il faut vraiment mettre des bornes sur les réglages de la PEP et de l'aide inspiratoire variable. Dans le suivi, il est recommandé un suivi régulier clinique et on recommande un suivi au minimum annuel. Et il est également recommandé chez ces patients de vérifier la fonction ventriculaire gauche. Donc, il faut le faire non seulement avant la mise en place du traitement, mais également dans le cadre du suivi, une fois par an ou avant, en cas d'événement intercurrent cardiologique, me paraît raisonnable. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je repasse la parole à Kébir pour la modération. Merci Thibaut. Je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez poser des questions écrites. Il faut aller en bas à droite et vous poser des questions et on va répondre tout à l'heure à ces questions. Il y en a 2 ou 3 déjà en cours. En attendant vos questions, on avait mis en ligne, vous avez reçu par mail ou sur les réseaux sociaux un petit quiz avec quelques questions et on va répondre à ces questions maintenant. La première question, c'est que quelle proposition est correcte? Il n'y a qu'une seule proposition est correcte. Le SAS combiné est un SAS composé essentiellement d'apnée mixte. Le SAS central émergent est défini par l'apparition d'apnée centrale sous PPC autopilotée en cas d'insuffisance cardiaque. La présence d'apnée mixte expose au risque de survenue de SAS central émergent et l'IH résiduel mesuré par la machine, délivré par la PPC. Les IH résiduels sont suffisamment fiables pour valider la présence d'apnée centrale sous PPC. Je vous laisse commenter, Thibaut ou Frédéric. Je commence si tu veux, Thibaut. Alors, la première proposition, le SAS combiné est un SAS composé essentiellement d'apnée mixte, non. Hein, donc, comme vous l'a expliqué Thibaut, le SAS combiné, c'est un patient qui a un contingent d'apnée centrale, mais qui n'atteint pas les 50% d'événements centraux. Donc, c'est un mélange d'événements obstructifs et centraux, mais ce n'est pas caractérisé par des apnées mixtes. Le SAS émergent est défini par l'apparition d'apnée centrale sous PPC autopilotée en cas d'insuffisance cardiaque. Non, le SAS émergent, c'est un malade qui est obstructif au diagnostic, chez qui apparaissent des événements centraux, qu'il y ait ou non de l'insuffisance cardiaque, même si l'insuffisance cardiaque va le favoriser, et pas forcément uniquement sous l'autopiloté, puisqu'au contraire, même on va le considérer, le SAS émergent, après une période suffisante de traitement par pression fixe. La troisième proposition était bonne. La présence d'apnée mixte en nombre important, plus de 20-25% au diagnostic, augmente le risque d'avoir des événements centraux sous PPC. C'est tout à fait vrai. Et puis enfin, les IH débits délivrés par la PPC sont suffisamment fiables pour valider la présence d'apnée centrale sous PPC. Non, c'est une indication, mais qu'il faut compléter d'abord par l'analyse des courbes de débit, et puis par un enregistrement pour bien valider le mécanisme des événements. Voilà pour ce premier QCM. Merci Frédéric. La question suivante, quelle proposition est correcte? Encore une fois, il y a une seule qui est correcte.
Devant un SAS central, la réalisation d'une IRM cérébrale avec étude du tronc cérébral doit être demandée en cas de signes fonctionnels ou cliniques neurologiques. Une échographie doit être systématiquement réalisée. La gazométrie artérielle doit être systématiquement réalisée. Les EFR doivent être réalisés lors du bilan étiologique. Alors, oui, en fait, dans le consensus, ce qui est noté, c'est qu'il faut bien entendu donc toujours faire un bilan étiologique, mais le bilan étiologique, il est pondéré. La réalisation d'une IRM cérébrale avec étude du tronc, elle est demandée uniquement en cas de signes fonctionnels ou cliniques neurologiques. On ne va pas faire des IRM cérébrales à tous les patients pour des raisons d'accès aux soins. Donc, en fait, ce qu'on recommande, c'est un examen neurologique et en cas de signe d'appel clinique, on fera une IRM cérébrale. L'échographie cardiaque doit être systématiquement réalisée? Non. Elle doit être réalisée par rapport aux recommandations des sociétés cardiologique en cas de suspicion de pathologie cardiologique. C'est-à-dire, si vous n'avez aucun signe clinique avec un électrocardiogramme normal, il faut faire au moins ça, on peut en rester là. Elle est à réaliser, par contre, de façon systématique si on envisage la mise en place d'une ventilation auto-asservie. Il en est de même pour la gazométrie artérielle, elle n'est pas systématiquement réalisée. La gazométrie artérielle, elle a surtout comme intérêt d'aller rechercher une hypercapnie dans le but d'adapter au mieux la ventilation du patient. Et les EFR ne sont pas réalisés non plus lors du bilan étiologique. On va les faire surtout si on a une association avec un syndrome obésité hypoventilation éventuelle, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des cas. Donc la bonne réponse était la réponse A. La question suivante, encore une fois, il y a une réponse qui est correcte. Il est recommandé de rechercher, de caractériser les hypopnées dans le scorage de tout type de SAS. La durée du cycle de la respiration périodique de Cheyne-Stokes est corrélée à la sévérité de l'insuffisance cardiaque. Le diagnostic de la respiration de Cheyne-Stokes repose sur l'association d'un IA central supérieur ou égal à 5 par heure avec aspect crescendo-décrescendo de la ventilation. En cas de la respiration ataxique ou en cluster, la gazométrie artérielle en air ambiant montre le plus souvent une hypocapnie. Alors, il est recommandé de rechercher ou de caractériser les hypopnées dans le scorage de tout SAS. Dans un monde idéal, on pourrait dire oui. En pratique, vous verrez, vous le savez déjà en pratiquant, c'est pas simple de déterminer le mécanisme des hypopnées qui sont parfois très nombreuses et prédominantes. Donc, effectivement, raisonnablement, ce qu'on a dit dans le consensus, c'est de faire l'effort de caractériser les hypopnées quand clairement on est dans un contexte évocateur d'apnée centrale, on les a donnés, les médicaments, les comorbidités cardiaques, cérébrovasculaires, ou quand clairement, à la lecture de l'enregistrement, vous tombez dès les premières minutes sur une composante centrale indiscutable. Mais pas systématiquement, parce que c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps. La durée du cycle est corrélée à l'insuffisance cardiaque dans le Cheyne-Stokes, ça c'est vrai, et on l'a bien vu par exemple dans l'étude Sarvatchev qui, rappelez-vous, avait évalué l'efficacité de la servoventilation dans le SAS central pur chez l'insuffisant cardiaque à FEVG altéré. Plus les malades avaient de ventilation périodique, plus avec des cycles longs, plus le pronostic était mauvais et plus on observait malheureusement des effets délétères de la servoventilation. Le diagnostic de Cheyne-Stokes repose sur l'association d'un lignage central avec un aspect crescendo-décrescendo, non, pas uniquement, puisqu'on a vu qu'il y a d'autres critères à prendre en compte. Et enfin, la respiration ataxique en cluster est habituellement associée à de l'hypocapnie, non. Alors par contre, on a souvent, dans certaines classifications, on dit que quand c'est médicamenteux avec de l'ataxique et ou du cluster, les malades sont toujours hypercapniques. C'est faux, ils peuvent très bien être normocapniques, mais ils ont plutôt tendance à être normaux hyper que hypo quand on a ce type d'événement. La question suivante. En cas de ventilation auto-asservie d'un SAS central, une procédure de contrôle tensionnel lors de la mise en place est indispensable en cas d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventricule gauche altérée. Une insuffisance cardiaque chronique à FEVG préservée est une contre-indication à la ventilation auto-asservie. Le suivi clinique d'un patient sous ventilation auto-asservie est le même que pour une PPC. La ventilation d'un SAS central médicamenteux nécessite systématiquement une ventilation auto-asservie.
Alors en fait, là, quand je relis le QCM, je suis embêté avec la première proposition, mais oui, en fait, il est recommandé de faire une procédure de contrôle tensionnel lors de la mise en place d'une ventilation dans un contexte notamment cardiologique. Alors normalement, en cas d'insuffisance ventilatoire à FEVG altérée, c'est-à-dire inférieure à 45%, la ventilation autosservie ne peut pas être mise en place. Donc il faut que ce soit une FEVG altérée, mais qui reste supérieure à 45%, bien entendu. Mais dans ce cas-là, oui, il faut mesurer la tension artérielle, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'insuffisance cardiaque FEVG préservée d'une contre-indication, ben non, c'est une des indications de la ventilation auto-asservie. Le suivi clinique du patient sous ventilation auto-asservie n'est pas le même que pour une PPC. Je vous ai précisé qu'il fallait suivre ces patients de façon relativement stricte, la nécessité de faire une polygraphie ventilatoire sous machine dans les 3 mois qui suivent, vérifier les courbes de débit-pression. C'est des patients qu'on doit avoir vraiment tous les ans, pour lesquels il faut faire une réévaluation de l'échographie cardiaque, surtout quand vous avez un contingent cardiologique sous-jacent dans le contexte clinique. Donc non, il y a une préconisation de suivi particulière. C'est des appareils qui sont... il y a beaucoup de paramètres, notamment l'aide inspiratoire. Parfois, on a tendance à trop les ventiler, ces gens-là, donc il faut parfois modifier les paramètres. Je vous rappelle qu'aussi, on met parfois des pressions expiratoires fixes. Votre patient peut prendre du poids, peut perdre du poids, donc il faut vraiment les suivre de cette façon régulière. La ventilation d'un sas médicamenteux nécessite systématiquement une ventilation auto-asservie? Ben non, puisqu'en fait, on peut avoir des patients qui sont plutôt hypercapniques ou pour lesquels on doit mettre une ventilation à 2 niveaux de pression. Donc voilà, la bonne réponse était la réponse A. Et la dernière question, quel est l'examen réalisé systématiquement avant de démarrer le traitement d'un sas central par ventilation? Homogramme, capnographie nocturne, PFR, échocardiographie. Bon, là, je pense que c'est une question qui va être très simple pour tout le monde. Hémogramme, non. Bien sûr que non. Capnographie nocturne, on n'a pas... il n'y a pas d'indication systématique à faire une capnographie nocturne avant de démarrer une servoventilation, sauf si on est dans un contexte particulier évocateur d'une insuffisance respiratoire chronique sous-jacente. Ça peut être utile de regarder la capno, mais on n'a pas du tout pris ça dans la recommandation. EFR, non, Thibault l'a dit tout à l'heure, sauf indication à pratiquer sur des arguments cliniques à l'examen de la fonction respiratoire et cœur, absolument indispensable. Pas de servoventilation sans échographie cardiaque au baseline et à surveiller une fois qu'on a débuté le traitement. Ok, on va passer maintenant aux réponses. Il y a quelques questions, pas beaucoup, mais on en a quand même 6 ou 8 questions. On va commencer par la première. Bonjour, certains patients arrêtent leur respiration en étant éveillés. Existe-t-il un lien, même lointain, avec l'apnée centrale? Merci. Thibault, ou moi, comme tu veux, Thibault, ou je te laisse commencer, puis on répond, on se complète. Non, vas-y, je réfléchis là sur le... Alors, bon, moi, tel que je comprends la question, c'est en gros, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre des micro-éveils, un sommeil fragmenté par de nombreux éveils et l'apnée centrale? Oui, indiscutablement. Hein, je me souviens d'un cas clinique qui avait été publié, qui était très joli, d'un patient sous télésuivi, sous PPC pour des apnées obstructives et où on suivait le nombre d'événements respiratoires sous-jacents au cours du suivi en fonction de périodes où il se ressentait insomniaque. Et clairement, on avait une élévation des événements centraux sous PPC lors des périodes d'insomnie. Donc, si c'est bien ça la question, il faut bien avoir en tête qu'un sommeil instable va être associé à une instabilité de la ventilation et potentiellement à des apnées centrales. J'aurais parlé beaucoup de l'association insomnie et sas centrale. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment avec on parle de plus en plus des COMISA. Ce qu'on voit souvent, c'est des patients qui ont des syndromes d'apnée du sommeil qui sont sous-autopilotés avec des grosses variations de pression sous-autopilotées qui génèrent des apnées centrales et ils se réveillent. Mais oui, c'est quelque chose d'assez fréquent quand même. Pas si rare. Une deuxième question. Quand est-ce que les fabricants de PPC auront le devoir de proposer la cotation des hypopnées centrales sur leur algorithme de manière systématique?
Alors, bon, nous, on n'a bien sûr en aucun cas le pouvoir d'influencer ce que font enfin, la façon dont fonctionnent les fabricants de machines. Alors, quand même, vous avez vu que dans des recommandations officielles de sociétés savantes, on a précisé là que chez des patients ayant un contingent d'apnée centrale, et qu'on met sous PPC, il est préférable d'utiliser des machines qui prennent en compte les hypopnées centrales, sinon on va passer à côté d'une partie du problème. Et d'une manière générale, il y a probablement une nécessité, et les sociétés savantes ont sûrement leur place pour y contribuer à standardiser les données machines, d'une part telles qu'elles sont extraites de l'appareil, mais aussi la façon dont elles vous sont restituées par le prestataire. Il y a une réflexion, une discussion autour de ça actuellement, c'est très important. Une autre question, mettez-vous des PEP autopilotés sur la ventilation auto-asservie? Si oui, comment les réglez-vous? On peut le faire. Alors, tout dépend en fait si le principe de la PEP. L'idée, c'est que la PEP va corriger l'apnée obstructive du sommeil. Donc, quand on a un syndrome d'apnée centrale pure pour lequel on n'a pas d'apnée obstructive, on va mettre une PEP fixe la plus basse possible, c'est-à-dire 4 cm de haut, avec une aide inspiratoire variable. Quand maintenant on a un syndrome d'apnée combiné, c'est-à-dire qu'un contingent obstructif et un contingent central, c'était un petit peu le cas clinique qu'on a vu tout à l'heure, on va mettre une PEP, bien entendu, supérieure à 4 cm d'eau pour corriger les événements obstructifs. Et là, il y a deux cas d'école. Soit on peut mettre une PEP variable, et en général, on ne dépasse jamais, enfin moi, à titre personnel, Frédéric, tu me compléteras, mais je mets entre 4 et 10 de PEP variable. Lorsqu'on a un patient qui était le cas du SAS combiné pour lequel on avait déjà une PPC et on savait que globalement, il fallait 8 de pression pour corriger les événements obstructifs, on met les pressions en pression fixe. Surtout si on a un contingent cardiaque associé, il faut savoir que une grosse variation de la PEP peut générer également une instabilité du contrôle ventilatoire. Donc pour répondre à la question, en pratique, SAS centrale pure, PEP fixe la plus basse possible, avec une aide inspiratoire variable. Un SAS combiné, s'il y a un contingent cardiaque associé, j'y mettrai plutôt une PEP fixe, qui sera entre 4 et 10 après une période de titration. S'il n'y a pas de contingent cardiaque associé, je pourrais en effet laisser une PEP variable, mais je ne dépasserai jamais 10 cm. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ça, Thibaut. Et d'une manière générale, on peut dire que s'il y a un contingent obstructif significatif, c'est-à-dire si on est dans le SAS combiné, et en particulier s'il y a de l'insuffisance cardiaque, effectivement, on a toujours intérêt à essayer de commencer par déterminer le niveau de PPC qu'il faut pour supprimer les événements obstructifs. Donc, en essayant d'abord de la pression positive, on la titre en autopiloté, on passe en fixe. Et une fois qu'on a déterminé la pression fixe pour enlever les apnées obstructives, on met une PEP fixe et on laisse l'assistance, bien sûr, l'aide inspiratoire variable qui est inhérente à la servoventilation. Mais plus on a de variations automatiques des paramètres sous VNI ou sous servoventilation, plus on est à risque de générer de l'instabilité et des difficultés. Donc, je pense qu'on a intérêt quand même, dans la mesure du possible, à travailler en pression fixe, en pression expiratoire fixe. La question suivante, on va faire 2-3 autres questions et on finira. Bonjour, avant de faire un enregistrement d'une polygraphie, peut-on jouer sur le réglage de la PPC, passer du mode autopiloté, par exemple? J'ai pas compris, j'ai pas entendu toute la question, Kevin. Est-ce qu'avant de passer à la polygraphie, chez un malade qui aurait des événements centraux sous PPC, on peut commencer par modifier un peu les réglages de la PPC? Oui, en fait, après, chacun fait un peu à sa sauce, on va dire, à sa manière. Bon, globalement, l'idée, c'est que ça paraît logique de passer d'abord en pression fixe pour après vérifier si le fait de la pression fixe corrige les événements centraux. Ça, c'est ce qu'on fait sur les SAS émergents, c'est-à-dire quand on a des apnées centrales qui apparaissent rapidement après la mise en place d'une PPC autopilotée, il est logique de d'abord passer en pression fixe, on vous l'a dit tout à l'heure, et souvent, ça règle le problème. La situation du SAS combiné que je vous ai présenté est un peu différente. Je pense que la passer en pression fixe n'aurait rien changé. C'est une patiente qui est ventilée depuis longtemps, qui a des événements centraux. Là, on peut assez rapidement finalement faire une polygraphie sous PPC pour vérifier les contingents centraux et passer derrière en ventilation cerveau assistée. En fait, quand on fait le tour un peu des différents centres, chacun fait un peu différemment. Ce qu'il faut surtout, je pense, sous PPC autopiloté, si vous avez des événements centraux sous PPC autopiloté, c'est diminuer au maximum les fenêtres de pression, soit passer en pression fixe ou réduire l'intervalle de pression.
entre la Pmin et la Pmax. Merci Thibaut. Voici peut-être la dernière question. Est-ce que la lecture des courbes de débit sur la carte SD de la machine se rapproche des courbes de flux du polygraphe sans tenir compte de l'interprétation de la PPC? Bien sûr, alors ils s'en rapprochent, hein, sans être un enregistrement polygraphique, sans être une courbe de débit réellement de polygraphie, ils s'en rapprochent, et c'est la raison pour laquelle, quand on propose la séquence suivante, vous avez des événements détectés machine, et pour lesquels la machine vous donne une indication centrale obstructive. Avant de passer à l'enregistrement, vous pouvez regarder les courbes de débit, et clairement, si vous avez un aspect de ventilation périodique sur les courbes de débit, vous l'aurez sur l'enregistrement, hein. Là où il y aura plus d'incertitude, c'est sur la caractérisation des événements, comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Mais la courbe de débit, c'est une étape avant de passer à la polygraphie. Ce qui vous manquera toujours dans les données machines, si vous n'avez pas d'effort, vous n'avez pas de mesure d'effort. Encore une petite question, si vous avez encore 2 petites minutes, Frédéric et Thibaut. Quelle est la place de la PPC fixe quand c'est un SAS central émergent? Et quelle est la place de l'algorithme européen de Task Force européen de Wilfried Renderat? Alors, la PPC fixe dans le SAS émergent, elle doit être systématiquement proposée. C'est-à-dire que si on a un SAS émergent sous PPC autopiloté, il faut d'abord systématiquement passer en PPC fixe. Après, je pense que ce qui est très important de retenir dans le SAS émergent, c'est qu'il faut se donner du temps, quoi. C'est qu'en fait, Frédéric vous l'a dit, c'est 3 mois pour vraiment faire l'enregistrement. On a parfois tendance à vouloir aller trop vite. Le SAS émergent, c'est 3% des patients. Et dans la majorité des cas, ça disparaît sous pression fixe. Donc, PPC fixe SAS émergent, c'est indispensable. On ne parle pas de SAS émergent si la PPC n'est pas fixe. Tout à fait d'accord, hein, alors, effectivement, je crois que de mémoire, le consensus européen n'intégrait pas ce concept de SAS combiné, qui pourtant me semble important, parce qu'en fait, c'est très fréquent en situation clinique, et que ce soit combiné ou émergent, comme dit Thibaut, la première chose à faire, c'est de mettre de la pression fixe pendant au minimum 3 mois, et on ne va considérer l'introduction d'une servoventilation que si la situation ne s'arrange pas sous pression fixe. Hein, c'est très important. Et souvent, elle va s'arranger. Et ça laisse le temps, encore une fois, de faire le bilan étiologique, et on a le temps. Les questions continuent à arriver, je suis vraiment désolé, mais là, peut-être il faut répondre à cette question. N'est-il pas recommandé de mettre une fréquence et un temps inspiratoire pour le réglage de la ventilation auto-asservie? Alors, on n'est pas sur une ventilation de niveau de pression, on n'est pas pour déterminer une aide inspiratoire fixée. La fréquence, en fait, elle a dans les algorithmes de ces appareils l'objectif de traiter les apnées centrales du sommeil. Et alors, on pourrait mettre une fréquence imposée. Moi, il m'est arrivé des fois, pour des patients qui n'étaient pas corrigés sous ventilation auto-asservie avec une fréquence auto, d'imposer une fréquence fixe. Vous pouvez avoir la main sur la fréquence. Je ne joue jamais sur les temps inspiratoires. C'est des algorithmes en fait, d'appareils qui ont pour but d'analyser les débits cycle à cycle. En fait. Donc, moi, je ne modifie pas. D'ailleurs, je ne suis même pas certain qu'on puisse modifier le temps inspiratoire sur ces algorithmes. Je ne pense pas. La fréquence, on peut avoir la main sur la fréquence, mais moi, en général, je la laisse de façon totalement automatique. Je l'ai fait une fois, il y a quelques temps, pour des apnées centrales non corrigées, où j'ai voulu vraiment imposer un rythme. Mais là, on est à la limite de la ventilation à 2 niveaux de pression après. Donc, on commence à jouer sur l'algorithme de l'appareil. Ce qui m'arrive parfois, par contre, donc on ne va pas parler, on va pas donner de marque, mais de changer de type de ventilation auto-asservie. Ils ont des algorithmes et des spécificités particulières. On est parfois étonné de voir certains patients mieux corrigés avec l'une ou l'autre des machines, parce que les algorithmes de correction, d'analyse des courbes de débit sont un peu différents. Mais voilà. Mais je joue très rarement sur la fréquence et encore moins sur les TI, mais je pense qu'on peut même pas, je pense pas qu'on puisse y accéder. Merci, merci Frédéric, merci Thibaut. Je pense qu'on va devoir conclure. Malheureusement, on peut continuer avec les questions et les discussions. Merci à tous les participants et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire de CEFAM. Merci à tout le monde et à bientôt. Merci Kébir, merci Thibaut et bonne soirée à toutes et tous.